Alors, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire où, cette fois-ci, j'ai invité Monsieur Benoît Fernandez-Rioux à nous parler un petit peu de géopolitique, de guerre commerciale, de Brexit, enfin de tout ce qui fait l'actualité, dirons-nous, des marchés financiers depuis de nombreux mois. On va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair et surtout de voir comment on peut tirer profit un petit peu d'opportunités susceptibles de se présenter à nous. Donc, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne Univerbourg. Excusez-moi, Univerbourg, c'est pour autre chose, j'en parlerai tout à l'heure. Mais il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain midi. Donc, Benoît, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Alain. Merci de nous avoir rejoints. Donc, avant de donner la parole à Benoît pour qu'il se présente tout d'abord, je vais faire le traditionnel, je dirais, la traditionnelle diapositive d'avertissement, puisque forcément, on va parler géopolitique, on va parler économie, toutes ces choses-là, mais on va aussi parler trading et opportunités de trading, par définition, pour spéculer sur les marchés. On peut avoir besoin, on peut choisir plus exactement, soit des produits de marché type futur, soit des produits de gré à gré type CFD. Ces produits sont tous deux, fonctionnent un peu sur le même principe. Ce sont des produits qui disposent de fait de ce qu'on appelle un effet de levier, parce qu'on ne va pas vous demander de disposer de votre compte de trading, sur votre compte de trading, de la totalité de la somme qui correspond à la taille de position du produit choisi, mais d'une marge, d'une partie de cette, comment on appelle ça, d'une partie de cette taille de position. Alors bien sûr, ça a beaucoup défrayé la chronique en août 2018, puisque les directives européennes sont venues un peu réguler le marché de gré à gré qui ne l'était pas jusqu'alors, mais le marché de futur, lui, il l'était depuis toujours. Donc le marché de futur n'a pas été du tout concernés par les régulations qui sont intervenues l'année dernière. Et ces régulations ont fortement impacté les CFD en réduisant bien souvent même certains intérêts spéculatifs sur les CFD, rendant parfois les futurs plus intéressants. Maintenant, il faut bien comprendre les deux familles de produits et je vous invite bien sûr à notamment suivre différents webinaires que nous avons faits, qu'on retrouve là encore sur notre chaîne YouTube, pour bien comprendre ces deux familles de produits. Donc maintenant, je vais passer la parole à Benoît pour qu'il nous dise un petit mot le concernant. Qui est-il et que fait-il au juste sur les marchés? Oui, donc Benoît Fernandez-Rioux. En quelques mots, eh bien, auteur des deux ouvrages que vous avez devant vous, notamment Introduction au Forex, qui est le marché que j'affectionne le plus. Un livre qui a été publié à l'origine il y a plus d'une décennie et qui aujourd'hui en est à sa 3e édition. Donc un livre qui marche plutôt bien et qui vous apprend ce qu'est ce marché, qui est un marché parmi d'autres, mais pas tout à fait comme les autres, même si évidemment son comportement est bien peut-être quand même assez, enfin étudié de façon assez similaire à ce que vous avez l'habitude de voir sur les indices ou les actions. Et puis un autre ouvrage qui est Le Trader privé, qui en est à sa 2e édition et qui parle, au-delà du marché, plus de la façon d'intervenir. Donc c'est un petit peu le but étant de vous montrer comment un trader particulier peut gagner comme un trader professionnel et comment on peut industrialiser ses trades et comment on peut se baser sur les 3 piliers qui sont évidemment la méthode, mais pas que. Il y a aussi les 2 autres piliers qui sont le comportement face au marché et puis le pilier du money management qui est quand même essentiel, mais qui ne fait pas tout évidemment. Donc c'est vraiment ces 3 piliers que j'ai mis dans ce livre et qui vous permettent d'intervenir entre guillemets en maîtrisant les risques. Alors, merci Benoît pour cette présentation. Donc, on va faire un webinaire relativement pratique puisqu'on va à partir de maintenant mettre la plateforme NanoTrader pour se servir comme support afin de commenter un petit peu les différents thèmes que l'on va aborder aujourd'hui, avec notamment comme support des paires de devises ou pourquoi pas des indices. Et justement, Benoît est quelqu'un qui aime bien surprendre. Il avait notamment, j'ai souvenir, surpris les membres d'Univers Bourse, les lecteurs d'Univers Bourse, du site Univers Bourse, il y a de ça plus de 3 ans maintenant, puisqu'il avait été l'un des rares, à ma connaissance,
a donné le bon verdict pour le Brexit. Et il avait donné des plans de trade là aussi avant le Brexit. Alors tout ça, c'est sur le site Univers Bourse en archive. Donc tout ce que je raconte, ça peut bien sûr être vérifié. Mais ce qui est à plus court terme, Benoît a un petit peu défrayé la chronique là sur Univers Bourse il y a quelques jours maintenant, le 4 octobre 2019 pour être précis. Et vous, comme vous le voyez ici, c'est bien ce contenu a été publié le 4 octobre 2019. Et qu'est-ce qu'il racontait avec un titre on ne peut plus provocateur, CAC à 6000 points d'ici novembre 2020. Donc, nul doute que Benoît, tu reviendras sur cet article, du moins sur une partie de cet article, tout en sachant que est-ce qu'il y a lieu de l'actualiser déjà ce soir par rapport à ce qui a été fait le 4 ou est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors c'est toujours d'actualité et c'est vrai que bon, j'ai un petit esprit contrarien sur les marchés. On est soit suiveur, soit en avance avec le trading contrarien. Moi, c'est plus ma voie, le trading sur retournement. Et effectivement, au moment où cet article a été publié, les marchés oscillaient, enfin, venaient de dévisser. Comme vous pouvez le voir hein, sur la nano, avec la flèche bleue, ça faisait suite à une baisse assez drastique et violente de 5007. On était passé à du 5004 sur le CAC. Donc personne n'y croyait à l'époque. Les 6000 évidemment ne sont pas faits, mais aujourd'hui, quelques séances plus tard, vous voyez, on a eu la recovery. On est désormais de nouveau en train de titiller les 5007. C'est ce que l'on a travaillé toute la journée aujourd'hui. Et hier. Et ces 5007, c'est déjà finalement quasiment la moitié du chemin pour revenir finalement à du 6000. Donc, quand on est trader, on doit prendre des risques. On ne doit pas se positionner une fois que le train est arrivé en gare, mais plutôt quand il part, et pas quand il est parti, parce qu'à la limite, quand il est parti, ça dégrade fortement le ratio gain sur risque. Là, pour le 6000, évidemment, il y a toujours des points d'entrée, mais ce soir, ça sera un petit peu plus délicat que le 4 octobre dernier, évidemment. Donc effectivement, comme on dit, acheter au son du canon et vendre au son du clairon, c'est un petit peu ce que tu fais, Benoît, donc dans ce type d'intervention. Voilà, tout à fait. Alors, tu parlais de Tradeware dans cette fameuse guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Que peux-tu en dire au juste et que vois-tu? Est-ce qu'il va y avoir un accord demain matin ou est-ce que ça va attendre un petit peu? Que va-t-il se passer au juste, à ton avis? Non, il n'y aura pas d'accord demain matin. Et quand bien même il y en aurait un, ce serait de toute façon qu'un accord partiel ou une ébauche, un draft, quelque chose qui de toute façon ne demande qu'à évoluer et être consolidé. Donc on est sur quelque chose, la Tradeware, qui, alors je le dis d'emblée, qui va nous prendre, à mon avis, qui va nous occuper pendant, c'est l'ordre de grandeur, une décennie, peut-être deux, peut-être un peu moins, mais en tout cas, on n'est pas sur quelque chose qui va rester que 6 mois, malgré la trajectoire dont on parle actuellement. Pourquoi? Parce que on a deux grands blocs, le bloc chinois d'un côté et le bloc américain qui, depuis le début des années 2000, hein, depuis 2001 en fait, depuis que la Chine est rentrée à l'OMC, sont finalement deux partenaires qui ont trouvé un petit peu leur intérêt pendant les 2 dernières décennies, c'est-à-dire des années 2000 jusqu'à aujourd'hui 2019. C'est l'un achetant des produits à bas coût qui ne pouvait plus produire en quelque part sur son territoire domestique, contre des dollars bon marché. De l'autre côté, l'atelier du monde s'étant de fait déplacé, l'intérêt pour la Chine, évidemment, le fait qu'ils sont rentrés dans l'OMC en 2001 a permis ces échanges entre guillemets à bon compte. Aujourd'hui, la partie n'est pas finie, mais l'administration de Trump commence à siffler le début de la fin de la partie, ce qui est logique, ce qui est cohérent, suite au déficit excessif, suite au fait que ce cercle vertueux au début, c'est-à-dire des cargos entiers traversant l'océan, amenant des jouets, des chaussettes, etc.,
de Chine vers les États-Unis et par effet de bord aussi en Europe, contre des dollars qui, eux, partaient du continent américain pour alimenter eh bien, la Chine. La Chine ne pouvant se permettre d'avoir une monnaie qui s'apprécie, alors que ce cercle vicieux, ce cercle vertueux devenant petit à petit vicieux. Pourquoi? Parce que la Chine, ne pouvant se permettre d'avoir sa monnaie qui s'apprécie, eh bien, entre guillemets, manipule, ou en tout cas fait en sorte qu'elle reste sous-évaluée. Je ne dis pas dévaluée, mais sous-évaluée en regard à ce que le marché pourrait coter sur le yuan. Et pour ce faire, eh bien, les Chinois font la seule chose qu'il y a à faire, c'est-à-dire contre leur dollar américain, eh bien, de nouveau investir, notamment en Europe et puis aux États-Unis, évidemment. Alors, Benoît Thiel, j'ai mis, pendant que tu parlais, j'ai affiché la devise américaine vis-à-vis de la devise chinoise. Donc, est-ce qu'il est possible de trader cette parité? Est-ce que tu le fais à titre personnel? Est-ce que ça se fait en day trading, en swing trading? Qu'est-ce que l'on peut faire au juste de ce côté-là? Est-ce qu'il y a une orientation à privilégier? Alors, ce n'est pas l'essentiel de mes trades, hein, USD. Alors là, on est sur CNH, c'est-à-dire le yuan offshore, le yuan que l'on peut trader, sur lequel on peut intervenir, qui est une réplique du yuan qui est le CNY. Le CNY, on ne peut pas officiellement intervenir dessus directement, donc on se contente du CNH, qui est très corrélé, donc il n'y a aucun souci. Alors là, on est sur une vision très très long terme, vous voyez, depuis 2015, et c'est vrai que la tendance est plutôt à la hausse. On a eu deux effets. Alors, une grande bougie, vous voyez, en 2015, vers août de 2015, en fait, une grande bougie blanche, une grande bougie verte en quelque part, haussière. Voilà, alors j'ai converti là pour plus de lisibilité, je pense. Oui. J'ai converti en graphique hebdomadaire. Voilà, il y a eu un avant et un après cette bougie. Je ne vais pas refaire de l'archéologie, mais disons que vous voyez, avant, nous étions sur un effet à faible volatilité et des cours très encadrés. Et depuis cette bougie, voilà, qui est indiquée avec la flèche, on est sur désormais une paire qui est dite semi-flottante. Et donc, on se rapproche, c'est un pas de plus vers un yuan qui deviendrait, c'est en tout cas la cible des autorités chinoises, qui deviendrait eh bien, une devise entre guillemets comme une autre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Elle n'est pas flottante en totalité. Elle n'est pas non plus totalement encadrée de manière très, très serrée comme elle l'était avant août 2015, mais elle est semi-flottante. Et cette semi-flottaison fait que, eh bien, vous voyez, on a des amplitudes qui nous permettent désormais de mieux trader sur USD-CNH. Donc, quand il y a des opportunités, effectivement, on peut intervenir dessus. Alors là, oui. Voilà, c'est un peu le réflexe d'analyse technique. Très bien. On ne peut pas s'empêcher de tracer des traits quelque part. C'est vrai que, bon, à titre personnel, je ne trade pas sur cette parité, mais je veux dire, forcément, quand il y a un niveau qui est un peu pertinent, on s'aperçoit, surtout que là, on est en semaine, donc, bon, sur le court terme, je veux dire, depuis l'été 2019, on s'aperçoit effectivement qu'on a passé les 7. Est-ce que là, ça n'a pas été un moment où j'ai cru me souvenir que c'était assez commenté dans les médias, ce fameux dépassement des 7, qu'est-ce que ça a constitué? Pourquoi on est encore au-dessus? Tout à fait. Et avant de parler de ce dépassement des 7, on pourrait répliquer cette ligne horizontale plus bas autour des 6.2 autour, hein, parce que ça nous donnait le range précédent. Donc en fait, on a un monde qui existait avant cette fameuse bougie de août 2015, un monde qui existait après cette bougie donc de août 2015 et qui était une semi-flottaison de la parité. On est toujours sur une paire semi-flottante, mais désormais on a, vous voyez, cassé ce range par le haut. Effectivement, les 7, le fameux chiffre rond et symbolique des 7 a été cassé récemment. C'est une réplique en fait concrètement à la tradeware initiée par l'administration américaine et par les velléités de Trump qui effectivement il y a peu de temps, hein, ces dernières semaines, avaient annoncé des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois. Et donc les Chinois ont riposté en montrant que toute attaque par ces droits de douane pouvait avoir
Donc, toute cause pouvait avoir une conséquence, c'est-à-dire une réplique de la part des autorités chinoises par une dépréciation de la monnaie. Donc, c'est quasiment une dévaluation. Une dévaluation, c'est politique, une dépréciation, c'est économique. Et là, on est un peu dans un mix des deux, parce qu'à la fois, évidemment, le marché joue son rôle, mais le gros teneur de marché sur le yuan, qu'il soit offshore ou qu'il soit le sous-jacent renminbi, eh bien, c'est quand même la banque centrale, la banque populaire du peuple chinois, la PBOC, eh bien, qui tient le marché et qui a montré qu'elle pouvait répliquer en dévaluant et donc en passant au-dessus de cette. Désormais, d'ailleurs, on n'est pas retourné sous ces niveaux. Vous voyez, alors on oscille, on fait une sorte de triangle de consolidation. Donc, on ne va pas plus haut non plus, mais d'un autre côté, on ne baisse pas la garde, on ne baisse pas les armes. Et j'ai envie de dire que les canons chinois sont toujours pointés sur le territoire américain. Les États-Unis ayant eux-mêmes baissé d'un ton récemment, suite à cette réplique notamment, et suite au fait que eh bien, l'essentiel de la consommation domestique aux États-Unis va se faire là d'ici la fin de l'année. On commence à entrer dans la période des fêtes de fin d'année, et donc la consommation pour les Américains ne doit pas être enrayée. Donc on est typiquement sur un effet d'apaisement, mais ça reste une sorte de drôle de guerre où tout le monde se regarde, où les armes ne montent pas d'un cran, mais d'un autre côté, personne ne baisse totalement la garde. Alors, dans ce contexte, eh bien, effectivement, il y a une sorte de plan qui se met en place pour des chapitres de signature de ci, de là, pour avoir des améliorations et donc petit à petit régler ce fameux problème de tradeware. Donc ça, c'est des nouvelles plutôt positives, plutôt encourageantes, à l'initiative finalement de l'administration américaine pour apaiser un petit peu tout ça. Et ça va aussi dans l'intérêt des Chinois qui, eux, ont intérêt quand même à vendre leurs produits justement pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est un intérêt commun qui est en train de se mettre en place et qui va dans le sens d'une détente. Donc on a une sorte de trêve hivernale qui se met en place désormais. D'accord, la trêve des confiseurs avant l'heure. Donc, on voit le petit. Là, je suis repassé en unité de temps jour, puisque tu parlais d'un triangle tout à l'heure. Donc, je me suis permis de tracer deux traits. Je pense que c'est un petit peu à ça que tu faisais référence. Tout à fait. Et on voit donc effectivement la fameuse grande bougie blanche qui est encore un peu plus zoomée ici. Et on voit, c'est sur une seule journée, ce qui s'est passé sur une seule journée. C'est pour ça que cet été, au milieu de l'été, quand il faisait plus de 40 degrés, il faisait chaud en Chine aussi, manifestement. Et ça, c'est un peu enflammé de ce côté-là. Mais depuis, en fin de compte, les niveaux atteints cet été, on peut dire qu'on stabilise dessus, quoi. Mais ce qui est important, effectivement, jamais on est repassé sous les 7, donc on n'a pas remis en cause ce débordement. Voilà. Peut-être. Oui. En fait, techniquement, ce qui se passe, c'est que des tarifs douaniers ont été déjà mis sur tout un ensemble de produits. Il y a des menaces pour toute une liste de nouveaux produits. Les Chinois répliquent, pour résumer, en disant même pas peur. Cela peut être totalement compensé par une dépréciation / dévaluation de notre monnaie. Et on est de nouveau compétitif malgré finalement le petit markup tarifaire que vous nous avez mis sur les droits de douane. Alors, je m'adresse à toutes les personnes qui nous écoutent maintenant. N'hésitez pas à nous poser des questions, plus précisément comment faire, tout en nous écoutant. Vous pouvez ouvrir un fichier Word, un bloc-notes ou autre, commencer à rédiger des petites questions. Je dis petites parce que ce n'est pas forcément la peine de faire des grandes phrases pour poser une ou deux questions ou nous interroger sur un point bien particulier qu'on pourrait ainsi développer. Il suffit ensuite de faire un copier-coller de votre question dans la petite fenêtre chat du webinaire. Comme ça, on verra, nous, de notre côté, apparaître ces questions et on pourra y répondre en cours de webinaire. Et s'il n'y en a pas eu de questions en cours de webinaire, en fin de webinaire, de toute façon, on réserve une partie à ces questions-réponses. Donc, on a parlé pas mal de tradeware, on va peut-être encore en parler, mais un autre sujet qui interpelle… Oui.
Oui, Vas-y, encore, oui, un petit mot. oui, avant de changer de graphique, si vous tradez sur cette paire, vous voyez bien que la mise en place de ce triangle permet de belles opportunités parce qu'effectivement, on tape le haut, on revient vers le bas, on tape le bas, on retourne naturellement vers le haut et on a des phases assez remarquables, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on les remarque tout de suite, hein, une phase de hausse assez propre, une phase de baisse, une phase de hausse assez propre. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Si, ou alors on va mettre juste, je vais te mettre le petit outil là qui était pas mal tout à l'heure, voilà, ce fameux Voilà, projecteur. tout à fait. Donc, On est en train de se battre avec la souris, voilà. voilà, une phase de hausse assez propre ici, qui tape, évidemment, ça on ne pouvait pas le prévoir, quoique c'était quand même, moi je visais les 7,15 hein, à l'époque, donc bon, on a été un petit peu plus haut, 7,18, c'est tant mieux, pourquoi pas. On retourne sur du 7,05 et puis vous voyez, on est en train avec une nouvelle phase de hausse, taper les 7,15 là pour le coup, et désormais après une phase propre de baisse, eh bien on remonte. Donc alors là, le train est parti, donc c'est un peu trop tard. Le ratio gain sur risque est dégradé, d'autant plus que les obliques se resserrant, eh bien l'objectif devient de moins en moins au fil des séances pertinent. À moins que vous fassiez du day trading et que vous restiez dans la tendance haussière sur cette paire. Donc à la limite, c'est à ce stade peut-être la seule chose pertinente à faire. Le swing, il aurait fallu le faire il y a 2 jours. Par contre, dès qu'on a touché le haut, entre guillemets, vous savez quoi faire désormais pour le prochain swing. Donc voilà, d'autant plus qu'il se peut qu'il y ait donc un véritable entre guillemets apaisement. Donc je le disais hein, d'emblée, on en a pour une décennie, voire plus, c'est l'ordre de grandeur sur ce sujet, avec certainement des durcissements dans les années à venir. Mais par contre, là dans l'immédiat, on est dans la trêve des confiseurs et on a besoin quand même pour soutenir l'économie américaine et pour que les Chinois aient aussi finalement une croissance qui ne s'enraye pas, et bien que le cercle vertueux qui s'est transformé en cercle vicieux, hein, donc ou redevienne vertueux en tout cas encore en hiver, eh bien on a besoin de progrès, donc de mini-accords, ou en tout cas d'un cheminement sur des détentes et donc des signatures qui vont se faire au gré des mois à venir et des semaines à venir, évidemment. Donc, on a ça, et derrière, c'est ce que je voulais vous dire, on peut avoir probablement, peut-être si ça se passe bien, pourquoi pas une cassure par l'oblique baissière pour un retour sur le chiffre rond des 7,0. Voilà, ça c'est envisageable. Ça, c'est si vraiment il y a des nouvelles très positives qui arrivent. Par contre, si les nouvelles sont négatives, s'il y a des retournements, comme effectivement, on va dire que le tempérament de Trump n'est pas forcément des plus stables, eh bien à ce moment-là, c'est plutôt une cassure par l'oblique haute qui peut se produire. Les Chinois en remettant une couche hein, pour montrer que, eh bien, si ça se dégrade, en tout cas, eux savent se prémunir des conséquences en dévaluant ou dépréciant de manière accélérée de nouveau un petit peu la devise. Et à ce moment-là, c'est l'USD qui se renforce, évidemment, CNH qui se réduit. Il reste compétitif malgré une dégradation. Mais je ne pense pas à la dégradation, même s'il faut le dire, la jambe d'entrée étant une jambe par le bas, et qu'on forme un triangle qui est une figure de continuation d'un point de vue purement technique, c'est logiquement une sortie par le haut qui sont les probabilités les plus grandes en analyse technique. Voilà. Maintenant, ça reste que des probabilités, hein, 2 chances sur 3 à peu près, et c'est les fondamentaux quand même qui dirigent avant la technique. Donc, il se peut qu'on soit sur la chance sur 3 qui fait qu'on sorte du triangle par le bas pour aller retester les 7. Si vous l'avez compris, on a une détente et des signatures, même partielles, qui se font. Alors là, oui, effectivement, on voit que, bon, pour le coup, l'évolution de cette parité est fortement, bien sûr, impactée par les décisions politiques, ou du moins les déclarations politiques pour l'instant. On a mis également au menu de notre webinaire ce soir une politique de taux bas, dirons-nous, qui quand même là aussi défraye un peu la chronique, puisque dans certains pays comme le Danemark ou la Suisse, certains particuliers peuvent se voir impactés par des taux négatifs sur leurs dépôts à vue. Donc c'est quand même quelque chose qui devient
dans la réalité de Monsieur Tout-le-Monde, pas encore partout, c'est interdit dans la loi en France, donc n'ayez pas peur, ça ne doit pas arriver demain, hein, qu'on vous demande des intérêts négatifs, mais quoi qu'il en soit, arriver dans un monde où maintenant on va se retrouver, typiquement, le gouvernement français a gentiment économisé 9 milliards d'euros de par ses taux négatifs. Il va faire des cadeaux fiscaux aux Français l'année prochaine avec cet argent économisé. Il a trouvé une cagnotte quelque part, mais c'est peut-être pas non plus là la meilleure des stratégies, mais ça c'est encore un autre débat. Alors peut-être allons-nous maintenant parler un peu de politique de banque centrale, et principalement la Fed et pas que, mais la Fed et la BCE, avec là aussi peut-être des changements, comme vous l'avez certainement noté pour les personnes qui suivent un peu l'actualité. Et quoi de mieux que justement l'euro-dollar pour la parité, donc euro contre dollar, pour illustrer effectivement cet échange. Alors là encore, je vais redonner la parole à Benoît et je mets quelque part voilà, on est parfait là. Donc on a un historique assez long aussi sur l'euro-dollar qui remonte quelque part à 2014-2015 avec le déclenchement du quantitative easing par Mario Draghi, donc début 2015, et depuis un certain range, puis effectivement une hausse quasi continue sur une longue période, et effectivement là on a l'impression que il y a peu de volatilité tout compte fait dans cette baisse, mais ça a l'air d'être une baisse raisonnée, mais va-t-on quelque part rejouer le coup d'aller vers la parité comme c'était par le passé? C'était un peu ce qui s'est joué sans qu'on l'atteigne généralement. Alors je sais que les médias où je parle de parité, c'est sous-entendu 1,00 de parité. Benoît, je crois, a une autre notion de cette notion de parité, je crois. Oui, parce que la parité mathématique ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est un chiffre rond. Évidemment, comme tous les chiffres ronds, très surveillés par le marché, c'est psychologique, mais la véritable parité des pouvoirs d'achat se situe entre 1,15 et 1,20, autour des 1,17, 1,18 sur l'euro-dollar. C'est d'ailleurs 1,17, 1,18, c'est le lancement de l'euro-dollar à l'origine, il y a 2 décennies. Voilà. Et désormais, autour des 1,10, au moment où on parle, effectivement, on est dans l'absolu avec un euro moins cher que le dollar américain, puisqu'on est sous les 1,17. Voilà. Donc, on a sur ce graphique, effectivement, quelque chose qui est assez significatif, qui est important de le rappeler, c'est qu'on a eu un effet, vous voyez, d'épaule, tête et épaule avorté, puisqu'ici la ligne de coup aurait dû nous emmener vers des plus bas pour rejoindre certainement les 1,05 environ. On n'a pas eu cet effet-là, donc vous voyez, l'analyse technique, c'est toujours une question de probabilité, donc parfois, eh bien, l'épaule, tête, épaule est avortée, et on a quelque chose qui ne dit pas son nom, qui est une sorte de comportement de carry trade, qui s'est mise en place, c'est-à-dire qu'un dollar qui s'apprécie peu à peu au détriment d'un euro qui se déprécie. Donc vous voyez, partant justement de la parité de pouvoir d'achat autour des 1,17, 1,18, avec l'avortement de cette épaule tête-épaule, on est désormais 10 figures plus bas, enfin disons 8 figures plus bas puisqu'on est à 1,10, mais on a touché quand même les 1,09, donc on a eu bien cette descente d'une dizaine de figures, ce qui correspond à quand même, pour le coup, presque 10 000 points, ce qui est énorme, hein, sur l'euro-dollar. Mais tout ça s'est fait quand même dans le temps. On a l'impression qu'il n'y a plus de ressort quelque part. Ça ne bouge, enfin, c'est une baisse un peu rampante, cette affaire-là. Et Oui. qu'est-ce que tu pourrais anticiper pour avoir un retour de volatilité plus forte quelque Oui. part Alors déjà, pourquoi cette baisse? Alors, tu parlais des taux. Effectivement, on a une rémunération sur le dollar qui a augmenté ces dernières années et qui tend de nouveau à diminuer. Mais il faut bien comprendre qu'on a eu un dollar qui était rémunéré à plus de 2% pendant un temps, ces derniers temps, et versus un euro qui est toujours à zéro. Donc, on a un effet de carry trade parce que en positionnement, finalement,
short sur euro/USD, eh bien, c'est comme si on achetait l'USD et qu'on vendait l'euro. Et à ce moment-là, on est rémunéré du taux USD, 2% à l'année, et on n'est pas rémunéré sur l'euro. Donc, de fait, on gagne 2% à ne rien faire avec cette position short. Et comme tout le monde peu à peu accumule des positions, en tout cas, je ne parle pas des particuliers, hein, mais bien des grandes masses sur les institutions à travers le monde, et bien à ce moment-là, ça peu à peu fait baisser l'euro USD. Désormais, on est sur un effet où, en Europe, on n'arrive toujours pas à se dépêtrer des taux nuls, voire même négatifs, hein, pour les taux de refinancement pour les banques commerciales. Mais peu importe. Et de l'autre côté, on a un taux directeur sur l'USD qui tend à baisser. On a eu déjà quelques baisses. On en aura une certainement fin de ce mois-ci de nouveau. La Fed, logiquement, en tout cas, le marché a un consensus sur une nouvelle baisse à la fin de ce mois-ci. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas contraint, c'est quelque chose qui est anticipé par le marché parce que, eh bien, tout simplement, Donald Trump le demande. Et Donald Trump rentre en campagne à partir de désormais. Et pendant un an, la campagne électorale fait qu'on va avoir la Fed qui, de toute façon, va devoir mettre de l'eau dans son vin et faire cette baisse des taux pour revenir, c'est l'objectif de Trump affiché, officiel, de revenir au moins à des taux nuls. Donc, de fait, cet effet de carry trade doit s'estomper dans les mois à venir. C'est pour ça que peu à peu, on est en train de changer de paradigme. C'est pour ça que, pour parler des prévisions, je pense qu'on ne devrait pas aller vers des plus bas significatifs. On a touché une sorte de point bas à plusieurs reprises autour des 1,09 et désormais à 1,10, très certainement qu'on devrait s'extirper vers le haut peu à peu pour rejoindre les 1,1150 dans un premier temps, voire 1,12 et idéalement 1,1250 en objectif raisonnable, pas ultime évidemment, mais raisonnable dans un premier temps. L'objectif ultime, tu l'as montré, tout le monde parle d'objectif ultime, alors là on est sur du moins raisonnable et à beaucoup plus long terme. Là pour le coup, je pense qu'on devrait arriver sur du 2020, eh bien c'est pourquoi pas revenir sur des 1,14, 1,1450, le dernier point haut remarquable de cet été en fait. Voilà, mais tout ça va prendre un certain temps, ça ne va pas se faire en ligne droite, mais pour ceux qui travaillent cette paire, il vaut mieux être dans les vents dominants plutôt que les vents contraires, et les vents dominants, peu à peu, vont très certainement aller vers le nord en ce qui concerne cette paire. D'accord, merci Benoît pour cet éclairage. Donc ici, on était sur un graphique hebdomadaire, hein, pour bien resituer. Donc là, j'ai fait un petit zoom, grosso modo, depuis le début de l'année 2018, qui montre, si on passe maintenant sur... oui. Le zoom est intéressant parce que là, du coup, on peut bien voir la volatilité qui, sur les bandes de Bollinger, commence à s'écarter. Donc, la paire, effectivement, comme tu le disais, était atone et en quelque part est en train de revivre. Donc ça, c'est très bien pour tout le monde, pour tous ceux qui sont actifs, notamment sur les marchés. Et on a le RSI qui, vous voyez, ici, est en train de toucher marée basse. Et désormais repart, et quand on touche marée basse, c'est-à-dire qu'on touche la zone sous les 30, c'est-à-dire une zone de survente, et bien désormais on repart logiquement en marée haute pendant un temps bien sûr très long parce que ce sont des grandes marées. Et à ce moment-là, on devrait revenir tranquillement vers les 70 voilà, d'ici, en tout cas d'ici les prochaines élections américaines, ce qui va dans le sens d'un soutien à l'économie américaine, ce qui confirme en quelque part le comportement attendu quand la Fed baisse ses taux, hein, pour un retour vers du 0% en 2020. Et tout ça permet évidemment à l'économie américaine de continuer encore un petit peu à être soutenue malgré tous les signaux qui s'accumulent en faveur d'une baisse sur les grands indices. Alors, nous sommes le 16 octobre 2019. Il n'aura échappé à personne le choix un petit peu stratégique de la date de ce webinaire, puisqu'il y a très longtemps que le sommet européen des 17-18 est prévu. Il y a même peut-être une petite réunion du Parlement britannique qui doit être prévue le 19. Enfin bref, le week-end qui s'annonce pourrait être pour le coup volatile, mais il a commencé pas plus tard que hier. J'étais en coaching auprès d'un de mes clients hier.
et je regrette même aujourd'hui de l'avoir fait en virtuel parce que j'étais sur on l'a pas fait sur on avait son vrai compte, mais je lui ai montré le monument de la plateforme et on a pris comme exemple l'euro-dollar. Il était 16h25. Je voyais un énorme biseau. Bien sûr, je lui ai biseau d'essoufflement baissier. Je lui dis, bah, écoutez, regardez, voilà, on fait comme ceci, on fait comme cela. Il faudrait prendre un achat stop ici et cela. Je place l'ordre et 3 à 4 minutes après, ça s'est envolé, mais d'une force incroyable. Et dans la foulée, je n'ai pas trouvé d'explication sur les news. Et c'est pour ça que Benoît m'a dit, voilà, les rumeurs maintenant vont bon train pour un possible accord et tout. Alors, comme tu avais très judicieusement, je te mets un peu la pression, mais bon, tu as l'habitude, comme très judicieusement en 2016, donc il y a plus de 3 ans et demi, donné un plutôt pronostic très pertinent. Que dire aujourd'hui du Brexit? Que dire aujourd'hui de l'évolution potentielle de la paire GBP-USD? Donc là, on est bien sûr dans le technique, mais pas que, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de bagarres quand même, on s'en aperçoit, beaucoup de choses dites sur la parité. Donc là, on est en hebdomadaire. Donc effectivement, Benoît m'indique qu'il y a un petit trait à mettre ici, quoi, pour signaler qu'effectivement, cette semaine, il se passe quelque chose. On tend à accélérer à la hausse. Donc là, on est sur des tendances très longues, hein. On s'aperçoit là pour le coup que le Brexit par lui-même, il s'est produit ici. Hein, si la flèche que je fais pointer ici, on peut tout à fait marquer Brexit, c'est le référendum de 2016 qui s'est produit ici. Et après, il y a eu effectivement une tendance à revenir sur les niveaux du Brexit pendant une durée assez longue, hein, avant que cela change. Donc on voit là les grands mouvements. Et bien sûr, je donne maintenant la parole à Benoît pour nous dire un petit mot de ce qu'il affectionne, je pense, beaucoup, à savoir GBP-USD et le feuilleton du Brexit. Oui, on est effectivement sur des montagnes russes qui montrent un petit peu l'humeur générale du marché. Alors évidemment, on est sur des grandes tendances de fond. Après le vote du Brexit, c'était soi-disant la fin du monde. On a touché un point bas autour des 1,20 significatif. Chiffre significatif partant de 1,40 environ. C'est vrai que ça fait beaucoup en peu de temps. Maintenant, on était sur une tendance déjà baissière, donc c'était un objectif qui aurait pu être tout à fait envisagé, mais pas aussi rapidement. Désormais, on a eu une recovery, effectivement, par la flèche montante, et puis ensuite, de nouveau un effet de lassitude et de dépitement qui fait que on ne sait pas. On ne sait pas effectivement comment peut finir ce feuilleton. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est digne d'une nouvelle série sur Netflix, en quelque part, ce Brexit, avec plusieurs protagonistes. Aujourd'hui, Boris Johnson, que tout le monde estimait comme grillé il y a encore 15 jours, eh bien aujourd'hui revient en force avec une sorte de coup de maître, puisqu'il s'allie avec le DUP pour justement faire accepter un accord. Le DUP, c'est le DUP, les unionistes irlandais, et on est sur donc un effet de consensus en Grande-Bretagne qui est en train d'émerger pour accepter in fine un accord, même si c'est pas le meilleur des accords, mais au moins on aura tourné la page et on pourra passer à autre chose. Donc finalement, c'est quelque chose qui pourrait être réglé d'ici le 31 octobre, malgré tout, malgré ce qu'on pensait il y a encore 15 jours, c'est-à-dire qu'on n'y croyait pas. On pensait même que Boris Johnson allait être destitué, parce qu'avec cette histoire de Parlement qui a été gelée pendant un temps, et puis que finalement, cette décision a été désavouée, on est revenu un petit peu sur un Parlement qui était censé reprendre la main et puis qui finalement ne la reprend pas tant que ça. Donc aujourd'hui, on est toujours dans l'incertitude, mais de ces incertitudes est en train de naître quand même des espoirs, puisque hier, on a eu des rumeurs sur un draft, sur un premier document qui pourrait être une base, en tout cas, de négociation.
même si malgré tout, effectivement, les acteurs clés, notamment Michel Barnier, estiment, en tout cas l'a dit, que pour lui, en l'état, cet accord ne peut pas être signé. Mais le marché ne prend pas forcément en compte cette parole et est en train de succomber un petit peu à l'euphorie en se disant que quoi qu'il arrive, de toute façon, in fine, cette affaire pourrait être réglée quand même d'ici le 31, quitte à ce que ce soit le 31 au soir, à la dernière heure. Mais voilà, ce que le marché est en train de payer, c'est le fait qu'on va rentrer dans une sorte de certitude, comme quoi le Brexit, c'est quelque chose qui sera derrière nous d'ici la fin de ce mois-ci. Avec peut-être potentiellement une période de transition, bien sûr, pour régler tous les problèmes. Oui, alors, il y aura de toute façon, alors que l'on signe un accord ou qu'il y ait un no deal, que l'accord soit soft ou que l'accord soit dur, peu importe, qu'il soit partiel ou complet. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le lendemain de tout ça, il y aura forcément des problèmes de queue dans les douanes, dans les aéroports, peut-être au niveau du shuttle. On va forcément avoir, et puis en plus, les médias, enfin l'ère médiatique dans laquelle on est, va avoir un effet de loupe, de zoom. Il sera de bon ton de montrer effectivement des voyageurs bloqués à la douane parce que les contrôles sont un petit peu plus pressants. Il sera de bon ton de montrer des camions qui feront la file indienne. Enfin, tout ça sera du passé dans 15 jours après, voire un mois après. Donc en fait, on est sur un épiphénomène, il ne faudra pas succomber à ça. On est loin, très loin, du catastrophisme qui nous a été vendu il y a 2 ans et demi. D'accord, donc moi, mon point de vue, alors déjà, si on me cachait GBP-USD, si on me dit, voilà, il faut que tu analyses ce graphique sans me dire ce que c'est. On peut très bien, un analyste technique n'a pas besoin de, l'analyse doit être la même, qu'on me dise que c'est GBP-USD ou que ça soit n'importe quoi d'autre. J'aurais tendance à dire, il y a effectivement une grande baisse qui se produit et qui s'arrête sur cette zone-là. À partir du moment où on rebondit, on peut identifier cette zone-là comme étant un support. On s'aperçoit que le support est certes discuté ici, mais on ne clôture guère enfin, on clôture 2-3 fois en dessous, mais voilà, on le fragilise un peu, mais ça finit par rebondir. On s'arrête de nouveau avec cette grande bougie rouge sur le support. Et cette fois-ci, la discussion est un peu plus longue et ça échoue. Cette fois-ci, ça va chercher un nouveau point bas. Mais dans tous les cas de figure, là, sur la remontée des 2 dernières semaines, puisque là encore, on est en graphique hebdomadaire, sur la remontée des 2 dernières semaines, on s'aperçoit que la logique aurait certainement voulu qu'on s'arrête ici, ne serait-ce qu'une semaine ou deux, mais qu'on s'arrête sur cette zone de confluence entre ce support horizontal et cette trendline qui est descendante, qu'on s'arrête. On ne s'arrête pas et on le constate très bien avec les éléments fondamentaux que Benoît a décrits et qui confirment que manifestement on est presque sur la borne supérieure de Bollinger. Et vous savez ce que ça veut dire, que s'il y a rupture de volatilité à la hausse, il pourrait y avoir effectivement de nouveau un mouvement qui s'amplifie dans ce cas-là. Donc je dirais, sans me dire que c'est GBP-USD, pour ne pas avoir le biais de dire, tiens, tu analyses quelque chose qui est sensible au Brexit, si on me disait c'est le graphique d'une action ou autre, j'aurais la même analyse. Je dirais, là, pour le coup, les shorters qui auraient dû se réveiller ici, les ventes à découvert qui auraient dû stopper ce niveau-là, ils ont considéré, et on le voit depuis la semaine dernière et cette semaine, ils ont considéré qu'il n'était pas de bon ton d'aller contre cette accélération haussière. Donc, effectivement, on voit ce soir, à quelques jours maintenant de la fin du mois, et surtout la veille du sommet européen, comme je vous disais, demain, donc une actualité qui risque d'être très animée ce week-end. Mais effectivement, après tout, très probablement que la fin du monde qui est vendue par les politiques, il peut y avoir un intérêt aussi. Moi, mon point de vue sur on va dire le fondamental, c'est que si le Brexit se produit effectivement, et si pour peu, dans quelques mois, sinon 2-3 ans, on s'aperçoit que l'économie britannique ne va pas si mal que ça, et pourquoi pas va peut-être mieux, aller savoir, ça sera un énorme catalyseur d'inquiétude en Europe, puisque même si nous autres Français, on n'a rien à voir dans l'affaire, on a l'euro, les Britanniques ne l'ont pas, mais tout le monde, au niveau politique et autres, on aura vite fait de faire l'amalgame,
et de se dire, bah, ils nous ont vendu un Brexit comme étant la fin du monde. Si ça ne l'est pas, pourquoi pas avoir d'autres pays qui aient envie, comme l'Italie, qui avait ses difficultés, bien que Salvini a déclaré cette semaine qu'il voulait maintenant rester dans l'euro. Oui. Voilà. Donc, tout change, tout bouge. Donc, ce qui est sûr, c'est que voilà, on est dans un changement là ce soir de paradigme, effectivement, parce qu'on a eu des batailles au gré notamment des annonces d'hier, de rumeurs en tout cas d'hier, des mouvements très violents sur les unités courtes, et là, effectivement, les 28, moi c'était mon objectif avant, évidemment. Là, on a plus que dépassé. Désormais, les 28, c'est du passé. On est désormais maintenant en train de viser, pourquoi pas un retour sur les 1,30, ça c'est de manière très raisonnable, sans trop de soucis. 1,35 à plus long terme, et puis à très très long terme, et évidemment, pourquoi pas les retours sur le niveau dont on parlait avant le Brexit, c'est-à-dire les 1,40, 1,45 en fait. Mais tout ça ne va pas se faire évidemment en un mois ou deux. Tout ce dont je vous parle, ce sont des objectifs pour du très très long terme. Là, dans l'immédiat, on vient de changer de paradigme, effectivement, de manière raisonnable. Aujourd'hui, à 1,28, au moment où on parle, 1,28-20, j'ai envie de dire que placer un stop sous les 1,28, ça c'est sûr, idéalement sous les 1,27 quand même, parce que c'est quand même la zone support. Pour aller viser le chiffre rond des 1,30 en premier objectif raisonnable, voire ensuite sur un swing plus long terme du 1,32 à 1,35, c'est quelque chose de tout à fait envisageable, sachant qu'attention, hein, c'est un pari risqué quand même parce que pour l'instant, on est un petit peu dans l'euphorie des rumeurs comme quoi un accord se prépare. Il se peut que tout capote au dernier moment. Ça, c'est quelque chose qui reste évidemment à envisager. C'est pour ça qu'après, on maîtrise son risque avec le fameux stop sous les 1,27 idéalement pour laisser un petit peu le marché respirer. Je le rappelle, au-dessus de 1,28, un stop sous les 1,27, ça nous fait moins de figures quand même pour notre stop, tandis qu'on va viser au moins 2 figures, voire plus à terme. alors là, le petit mot, je dirais, de l'analyse technique que je suis, c'est qu'est-ce que l'on voit qui nous saute aux yeux quand on a un petit peu d'habitude des graphiques quelque part. Là encore, je vais mettre le petit pointeur pour montrer tout ça. Toujours pareil, une zone qui est d'abord de support, qui est ensuite discutée et qui redevient résistance ici. Et on voit une espèce de cuvette se former ici. On peut deviner une tasse avec une anse ici. Donc, on va dire, c'est une épaule tête-épaule inversée sans l'autre épaule, quelque part. Et donc, ce grand mouvement où il y a eu une tentative de démarrer qui a échoué, mais on a un plus bas ici qui est nettement plus haut que ce plus bas. Donc, il forme ici la anse. Et on voit avec une certaine force la cassure, puisque là, c'est sur 2 jours que ça vient de s'effectuer. Ici, sur cette grande bougie, enfin sur ce marteau, on aperçoit un comportement dit d'inversion de polarité, c'est-à-dire que ce niveau-là qui était résistance devient support, pas ici mais là, hein, devient support sur cette bougie rouge là, et effectivement, là c'est vraiment le niveau ultime, donc c'est un peu en dessous de ce que Benoît disait, c'est le niveau ultime sur lequel il ne faut pas repasser pour remettre en cause cette figure, et d'une certaine manière, si maintenant on parle de potentiel, alors effectivement, là, le mouvement est bien parti. Il y aura certainement un coup de balançoire avec la hanse dans un premier temps avant de faire le potentiel de la tasse. Alors attendez, je vais te donner ça en clair. Donc ici, le report de ce range, voilà, le report de ce range au-dessus de la ligne d'eau, là, comme ceci. Voilà, donc on s'aperçoit que pour ici, effectivement, le train est déjà bien parti. Hein, le train est déjà bien parti. Ce n'est pas du tout là de conseiller de courir après la hausse maintenant. Faire peut-être comme Benoît avait fait avec le CAC 40 le 4 octobre, profiter d'un repli pour entrer dans la tendance, pour entrer là, sachant qu'effectivement, là, de toute façon, je ne vais pas dire qu'il est trop tard, mais... Oui, ça dépend de votre horizon de temps. Voilà. En tout cas, ce que le marché achète, c'est effectivement une certitude à venir. Et ça, le marché, lui, ce dont il est friand, c'est surtout d'avoir des certitudes.
Quand on est dans l'incertitude, comme ce qui s'est passé pendant les périodes précédentes sur le Brexit, même si on est toujours quand même dans l'incertitude, on est moins dans l'incertitude qu'il y a encore 15 jours, un mois, et encore moins dans l'incertitude qu'à l'époque de Theresa May. Donc là, on sent bien qu'il y a une volonté de part et d'autre, et notamment, contrairement à tout ce qu'on disait de part et d'autre, mais surtout de la part des Anglais, quand même d'arriver à un accord d'ici le 31. Et à la limite qu'il soit bon, pas bon, peu importe, le marché il achète ça. Et là, vous avez un effet d'extension assez forte. Effectivement, le train est déjà quasiment arrivé à 1,30. Donc c'est pour ça que moi je vous parlais d'un pari risqué, mais d'un pari qui peut payer si vous êtes voilà, sur des unités de temps courtes. Après, au-delà, ça peut être... 1,30 est un chiffre rond, donc c'est déjà un premier objectif raisonnable. Maintenant, si vous tenez une position en swing beaucoup plus longue, et que finalement cet accord est considéré comme plutôt bon pour toutes les parties, à ce moment-là, les 1,32, 1,30, vous voyez, 1,32, c'est quelque chose qui reste raisonnable pour la suite, mais ça ne va pas se faire évidemment en 3 séances. Voilà, donc quand on a des objectifs, toujours pareil en analyse technique, quand on a des objectifs comme ici, il est toujours intéressant. Là, vous voyez, je mets en surbrillance ici une zone. C'est quelque part la zone objectif de de ma tasse avec Hans qui coïncide, comme par hasard, dirons-nous, avec une ex-zone support qui avait fonctionné, puisque là on est en graphique journalier, qui a quand même fonctionné de mars 2019 à mi-avril, fin avril 2019. Donc ça a bien supporté le marché avant de se fragiliser et d'être enfoncé. Donc ça paraît assez surprenant qu'on accélère au-dessus d'un 1,30. Mais encore une fois, c'est toujours. Oui, évidemment. Après, les chiffres ronds comme 1,30 ou même 1,20, qui est le point bas ultime, vous voyez, sont des chiffres qui sont très remarquables, en fait, là aussi, au sens premier du terme, sur le Forex et qui fonctionnent plutôt bien. Donc là, mi-chemin du 1,28, quasiment 1,29 pour la mèche, on sent bien que le marché a envie de tester les 1,30 dans les séances à venir, et ce qui correspond sur les fondamentaux finalement à cette fin de semaine avec ce côté eh bien, deal même à minima qui pourrait se dessiner entre voilà, la réunion de l'Europe d'un côté et puis ensuite le Parlement qui devrait se prononcer normalement le 19 octobre. Donc on est sur des avancées probables, possibles. En tout cas, le marché paye cela, même si, évidemment, c'est toujours risqué. Hein. Et là, sur le Brexit, c'est peut-être la chose la plus risquée de tout ce que l'on vous dit ce soir. Évidemment. Alors, je ne vois toujours pas de questions. On s'approche de la fin du webinaire, puisque habituellement, nos webinaires sont toujours calibrés à peu près sur 1 heure, ce type de webinaire, du moins. Donc, on a commencé à parler de Tradeware, on a parlé donc de taux, de banque centrale, bien sûr de Brexit, qui est l'actualité très court terme, dirons-nous. N'hésitez encore une fois pas à poser vos questions. Pour ma part, je vais juste repasser 2 petites secondes sur les dernières diapositives, juste pour vous indiquer que je reste à votre disposition, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions, que ce soit, alors, pas forcément les questions propres au Brexit, on va dire, mais toutes les questions propres au trading, aux offres de Self-Invest en termes de plateformes de trading, sachant qu'il n'y a pas que NanoTrader, mais il y a bon nombre d'autres plateformes qui sont possibles pour trader chez Self-Invest. Je dispense des sessions de coaching personnalisées, individuelles, pour toute personne ouvrant un compte. Vous pouvez bien sûr me contacter avec toutes les coordonnées qui sont maintenant à l'écran, que ce soit au niveau du téléphone portable ou que ce soit au niveau de mon email. Et enfin, si vous souhaitez nous retrouver où nous sommes actuellement, c'est-à-dire dans les bureaux de Self-Invest à Paris, ça se situe entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann sur la portion de la rue Tête-Bout, donc qui est entre ces 2 boulevards. Et on est au numéro 15. Là, le repère numéro 7, métro numéro 7, ce sont les Galeries Lafayette. Métro numéro 3, c'est l'Opéra. Donc, vous voyez, on est dans le 9e arrondissement. Donc, pas de difficulté particulière pour nous trouver. Il y a bon nombre de métros et de transports en commun qui convergent vers nos bureaux.
Alors, je ne vois toujours pas de questions. Il y a toujours beaucoup de monde dans le webinaire. Très peu de monde nous a quittés. Donc, mais je ne vois pas de questions. Alors, soit qu'on a été, tout le monde a été, que l'on a été assez clair, ou alors qu'on a endormi tout le monde. Il y a deux cas de figure. J'espère que c'est ma première hypothèse. Voilà. Donc, si ça vous a plu, on pourra renouveler l'expérience de manière, pourquoi pas, d'ici la fin de l'année, pour cette fois-ci parler des perspectives de 2020, avec probablement peut-être derrière nous le Brexit, mais certainement de nouveaux enjeux, la fameuse élection américaine sur laquelle se basait Benoît pour viser les 6000 sur le CAC. Alors 6000, quand on est à 5007, c'est pas non plus quelque chose de pharaoniquement élevé. Hein. S'il avait dit 7000, Oui, ça aurait peut-être plus surpris. Mais à l'époque, on était à 5004. Mais à l'époque, on était à 5004, donc c'était déjà effectivement. Et en nette baisse. Et en nette baisse, oui, c'était après une grande bougie rouge Voilà. où BFM, là aussi, mettait le zoom sur le catastrophisme plus que sur le fait qu'il pouvait y avoir un rebond. Donc, c'est jamais bon, effectivement, de s'affoler avec tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être réaliste, qu'il ne faut pas écouter de manière objective les choses, mais sans citer personne, on connaît des commentateurs de marché qui, depuis, on va dire, 10 ans maintenant, largement, puisque la grande crise de 2008 est à plus de 10 ans maintenant, qui, depuis 2009, ont toujours professé la fin du monde sans jamais que les marchés leur donnent raison quelque part. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre être un journaliste commentateur des marchés et être un analyste ou un trader. Parce que là, il faut analyste, bon, ben on fait quelque part des perspectives, trader, on prend des décisions. C'est-à-dire que sur le fond, ils ont raison. Effectivement, de nombreux signes s'accumulent. On est en fin de cycle, ça commence à transpirer avec les indicateurs avancés américains, notamment les ISM. On a une baisse sur certains chiffres. En Europe, ça ne va pas de toute façon mieux. La Chine a son PIB également qui est en baisse, mais c'est normal tout ça. On est en fin de cycle, ça fait une décennie de hausse, c'est le cycle le plus long constaté depuis toujours en fait, notamment aux États-Unis. Normalement, les cycles sont tout au mieux de 7-8 ans. Là, ça fait 10 ans. Et tout l'enjeu pour l'administration américaine, que Trump soit réélu ou pas, peu importe, mais tout l'enjeu, c'est de tenir encore un an. Et après, 3 petits points. Voilà, donc effectivement, donc c'est pas, même si on est en octobre, qu'on dit, voilà, souvent les grosses variations de marché, ça se produit au mois d'octobre. C'est pas forcément octobre 2019. Oui, de toute façon, on n'ira pas à 6000 en ligne droite. Là, on est sur 5007, une zone qui est très, très défendue, hein, une zone de résistance très forte. Donc, avant de la casser, il se peut qu'on ait encore un pullback. Et c'est autant de niveaux d'opportunité pour repasser long, en fait, d'avoir ces retracements baissiers en attendant de casser, parce qu'on y va à chaque fois. Et ça, c'est soutenu par les quantitative easing, qu'ils soient européens ou américains, qu'ils soient officiels ou qu'ils ne disent pas leur nom. En tout cas, on a des déversements de liquidités de la part des banques centrales qui ne cessent et qui soutiennent les marchés mordicus, coûte que coûte. En tout cas, les marchés sont soutenus malgré ces petits nuages qui commencent à s'accumuler très sérieusement. Les cumulus gentillets font place à des cumulonimbus petit à petit. Voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que l'orage n'éclate que dans au moins après un an. Voilà, donc je te remercie une nouvelle fois, Benoît, pour tout ce webinaire et toutes ces précisions. Nous n'avons toujours pas de questions, donc nous avons atteint l'heure. Nous allons arrêter maintenant, d'une part, l'enregistrement. Je vais terminer juste par un petit slash de publicité, enfin un petit flash de publicité plutôt. Un petit flash de publicité pour Univers Bourse qui maintenant connaît beaucoup d'actualités tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenu de posté. Alors, on a différentes rubriques sur Univers Bourse. On a une partie analyse. Donc, une analyse, c'est par définition ce qu'on a fait un peu ce soir, c'est des perspectives, des choses comme ça, mais ce n'est pas un plan de trade en soi. On poste, par contre, sur Univers Bourse également, des plans de trade qui sont tout à fait précis. Si je regarde ici, un plan de trade sur Western Union, donc qui dit long avec un objectif de 28,32.
on voit comment ça se passe, quelque chose d'extrêmement précis, un tout petit peu de contexte pour la société, le graphique qui montre un petit peu l'évolution des prix et quelque chose de très clair avec achat limite à 23,40, un stop loss et un objectif. Donc, et vous retrouvez donc des plans de trading comme ceci postés quasi quotidiennement. Donc, vous voyez l'action Bayer, etc., sur les futurs mini crudes, etc. Alors, où on a mieux senti les choses, c'était sur l'argent et sur l'or, mais plutôt sur l'argent. Donc, si vous suivez un peu l'actualité, on a fait de très bonnes performances avec l'argent. Donc, ne passez pas à côté de cette actualité. Allez faire un petit tour sur Univers Bourse, analyse, trading, mais également deux nouvelles rubriques. Une rubrique vidéo, où vous retrouvez des vidéos qu'on pose dans cette rubrique-là. Et enfin, une rubrique apprendre. Donc, une rubrique apprendre, où on voit par exemple ici système Ishimoku à triple écran. Donc, qu'est-ce que l'on a mis ici? Ishimoku, je pense que tout le monde connaît, tout le monde s'intéresse, enfin beaucoup de monde s'y intéresse plutôt. Et là, en fin de compte, c'est le mélange entre Ishimoku et le triple écran d'Alexandre Helder, que tout le monde, probablement, qui s'intéresse à l'analyse technique, connaît aussi. Donc ici, un article qui allie les deux, donc à lire de manière appuyée. Et encore une fois, il s'agit pour vidéo comme pour apprendre de rubriques intemporelles. Autant analyse et trading, c'est quelque chose qui a une durée de vie. Quelque part, une analyse n'est pas éternelle et encore moins un plan de trade. Mais pour les catégories apprendre ou vidéo, c'est tout à fait intemporel. Quant au forum, ils sont bien sûr présents. Les membres d'Univers Bourse sont très actifs au travers de différentes files de discussion. Vous retrouvez donc la possibilité d'échanger avec eux, de créer votre compte si ce n'est déjà fait. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Univers Bourse si vous voulez effectivement rejoindre une communauté de traders actifs. Voilà, donc j'ai terminé, nous avons terminé. Merci encore Benoît. Et on se donne peut-être rendez-vous, là on est le 16 octobre, il y a encore 2 mois avant Noël, peut-être d'ici 5-6 semaines pour refaire un nouveau point de la situation. Volontiers. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.